Bonjour tout le monde. Je suis désolée qu'on commence un peu plus tard. On a quelques problèmes techniques, mais on va essayer de les résoudre. Je vous accueille très chaleureusement à ce 5e webinaire Ville-Éponge sur la magie des arbres et leur rôle indispensable dans la ville-éponge. Ce webinaire est enregistré dans les deux langues, français et allemand, et sera mis à disposition sur le site dans environ 1 ou 2 semaines. Le projet Ville-Éponge même, il a été présenté dans le cadre du premier webinaire Ville-Éponge qui a eu lieu le mois de janvier. Vous pouvez le revoir en allant sur notre site. Et avec ceci, j'arrive au programme d'aujourd'hui. On est tous bien conscients que les arbres jouent un rôle indispensable du point de vue, surtout pour l'ombrage et la fraîcheur dans les périodes de canicule. Et on va regarder aujourd'hui toute la question de la croissance et des performances environnementales des arbres urbains en situation de stress hydrique. Ça va être présenté par Madame Astrid Reichel de la Technische Universität München. Puis on aura Tal Hertig qui va nous faire une présentation live du mesure du flux de sève. On aura Monsieur André Nico qui remplace Monsieur Sauser de la ville d'Yverdon-les-Bains qui va nous présenter leur stratégie de végétalisation avec des mesures de mise en œuvre concrètes. Et finalement, Gabriela Dominguez Fernandez, étudiante à la ZAV, qui va nous présenter son travail sur le contrôle de l'efficacité et de la résilience d'un système de plantation d'espèces indigènes à dominante boisée pour la sécurisation d'une pente. Guten Tag in die Schweiz. Mein Name ist Astrid Reichel von der Technischen Universität München. Bonjour, cher public en Suisse. Je m'appelle Astrid Reichel de l'Université technique de Munich. Je suis très heureuse de vous parler aujourd'hui de la croissance et des services environnementaux des arbres urbains en situation de stress hydrique. Mais tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je suis désolée de ne pas pouvoir être présente en personne aujourd'hui et de seulement vous parler à travers cet enregistrement. En fait, chez nous, aujourd'hui, c'est un jour férié en Bavière et c'est pourquoi tous mes collègues et moi-même avons des obligations familiales et c'est pourquoi je vous envoie cette vidéo en enregistrement. Mais si vous avez des questions sur la présentation, j'ai déjà copié sur la feuille de titre mes coordonnées et celles de ma collègue. Et donc, vous pouvez à n'importe quel moment, si vous avez des questions, les poser et j'essaierai de répondre par la suite. Alors, je vais commencer par une brève introduction sur le sujet. Partout dans le monde, nous devons tous faire face à des défis. Le changement climatique qui entraîne un stress thermique plus important dans les villes, les îlots de chaleur urbains, les gaz à effet de serre, les pollutions atmosphériques, tout simplement le changement climatique qui nous concerne tous. Mais cela ne concerne pas seulement les êtres humains, mais aussi la végétation en ville. Et les arbres urbains en particulier sont fortement touchés, non seulement par le changement climatique, mais aussi par les conditions qui règnent dans une ville. Les arbres urbains souffrent généralement d'une forte imperméabilisation du sol, de petites fosses de plantation qui nécessitent peu d'apport en eau ou qui ont une faible capacité de rétention d'eau. Les grands bâtiments entourent souvent les arbres urbains, donc davantage d'ombre, et ceci peut avoir une influence négative sur la croissance et la vitalité des arbres urbains. Et c'est précisément notre domaine de prédilection, la croissance et l'apport des arbres dans l'écosystème urbain. Nous savons que les arbres jouent un rôle important pour rendre le climat urbain agréable, comme l'effet de refroidissement par l'ombrage ou la transpiration, mais aussi l'esthétique, l'effet récréatif. Tout le monde aime aller dans un parc, la préservation de la biodiversité. Et dans notre groupe de recherche, nous nous intéressons principalement à leur rôle dans l'écosystème, comme le stockage du carbone, le refroidissement par la transpiration et l'ombre de la consommation d'eau, la réduction de la fermeture par les arbres urbains. Et nous nous intéressons en particulier à la manière dont on peut quantifier et qualifier ces services écosystémiques. C'est toujours difficile de dire qu'une construction urbaine fournit tant de services écosystémiques, car cela dépend d'une multitude de facteurs, comme le nombre d'arbres à un endroit pour le
lequel je veux calculer les services écosystémiques. Quelles sont les espèces que j'ai sur place? Quelle est la taille en termes de dimension des arbres urbains? Quel est leur âge, leur vitalité, le microclimat? Enfin, autant de questions qu'on doit se poser. Mais je ne peux évidemment pas comparer les services écosystémiques de deux arbres situés dans deux villes différentes, mais aussi quelle est la vitalité des arbres en ville. Et tout cela influence bien sûr aussi sur les services écosystémiques. Alors, dans notre groupe de recherche à l'Université technique de Munich, nous étudions ce sujet depuis quelques années déjà. Vous pouvez y voir à l'écran un aperçu de nos projets. City Trees, Métropole, CAD, Leistungen von Stadtgrün, Klimakübelbäume, urbane Grünsysteme, un collège diplômé sur une infrastructure verte et un projet sur un guide que nous sommes en train d'élaborer, donc un outil numérique. Beaucoup de ces projets sont en Bavière puisque, par exemple, City Tree, KLW, Klimakübelbäume, Leistung von Stadtgrün et tout ceci ont été financés par le ministère bavarois de l'Environnement. Mais nous sommes également efforcés dans certains projets de regarder au-delà de notre région et de nous étendre en Allemagne. Et de l'Allemagne à l'Europe centrale ou même au monde entier. Dans les métropoles, comme son nom l'indique, on s'intéresse à la croissance des arbres urbains dans les métropoles du monde entier. Au Qatar, nous avons également une création allant des villes allemandes au climat aride en Israël, en Jordanie et en Palestine, en passant par le climat méditerranéen, et d'autres projets s'intéressent également à l'international. Mais je voudrais déjà vous montrer quelques résultats de nos projets. On m'a posé plusieurs questions en amont de cette présentation. L'une d'entre elles est de savoir quelle méthode a été utilisée pour déterminer l'impact des services écosystémiques et de la croissance des arbres en ville. J'y réponds maintenant en vous présentant nos méthodes. Alors, cette méthode consiste à appliquer des méthodes de mesure, notamment forestières, à la recherche sur les arbres en vie. Ainsi, nous utilisons des études allométriques pour établir comment les arbres évoluent dans la ville au fil du temps en termes de dimension et de taille. Par exemple, si j'ai un arbre de 20 ans, quelle est sa couronne, son diamètre par rapport à un arbre de 50 ou de 80 ans. Mais nous faisons aussi de la photographie physio-chimique. Et nous avons également un scanner laser pour mesurer les structures des arbres. Ou alors nous utilisons des méthodes chronologiques, c'est-à-dire des prélèvements par forage pour déterminer la croissance des arbres au cours des périodes physiques. Nous effectuons également des mesures écophysiologiques dans les laboratoires où nous déterminons la croissance et le flux d'eau dans l'arbre. Dans ces laboratoires, nous effectuons également des mesures météorologiques et des mesures pédologiques afin d'étudier le climat du site ou les propriétés du sol. Et je reviens aux méthodes qui constituent la base de nos résultats et projets ultérieurs. Nous nous sommes donc penchés sur la question de la répartition des espèces d'arbres dans les villes d'Europe centrale. Nous avons sondé 52 villes et trouvé au total 376 espèces d'arbres. Mais nous avons regardé de près et constaté qu'une grande partie de ces arbres existants pouvaient être résumés en 15 espèces différentes. Ainsi, 15 espèces d'arbres couvrent 63% des arbres existants. Et ce sont justement des arbres de la famille des Tiliacées, l'arbre le plus fréquent, du tilleul à petites feuilles, du chêne, etc. Nous nous sommes penchés d'abord sur cette famille d'arbres et nous avons développé ce qu'on appelle des études allométriques. Nous avons donc commencé par mesurer ces arbres à la main dans toute l'Allemagne, mais aussi dans le cadre d'autres projets internationaux. Comme nous l'avons encore vu ici, nous mesurons par exemple le diamètre du tronc, l'étendue de la couronne, mais aussi le diamètre ouvert de l'arbre, la distance par rapport aux bâtiments, les arbres voisins, afin d'établir des liens, de voir comment les constructions urbaines influencent le développement des arbres. Par exemple, ici, pour la largeur de la couronne de 20 ans à 50 ans, de 60 à 80, à 90. Et ici, vous voyez combien d'arbres nous avons déjà mesurés. Au total, ce sont plus de 5000 arbres que nous avons mesurés à la main. La répartition entre les espèces n'est pas encore tout à fait homogène. Nous y travaillons encore pour l'étoffer. Vous voyez aussi que nous en sommes maintenant à 12 espèces d'arbres et que nous essayons bien d'arriver à 15, mais une chose après l'autre.
Et ici, vous voyez par exemple des résultats. En haut à gauche, vous voyez par exemple l'évolution de la hauteur en fonction du diamètre du tronc ou à droite le diamètre de la couronne. On peut ainsi voir exactement quel diamètre ou quel âge mon espèce d'arbre peut atteindre à quelle hauteur. Et on peut aussi voir par exemple pour un espace donné, quelle espèce d'arbre serait particulièrement appropriée. J'aimerais maintenant vous parler de ce que nous faisons dans nos laboratoires spécialisés où nous effectuons ces mesures. Vous pouvez d'ailleurs voir quelques photos à ce sujet. Nous avons ces laboratoires sur les arbres depuis plusieurs années déjà à Munich et à Beersheba. Il s'agit donc d'un climat allemand tempéré, d'un climat allemand sec et d'un climat méditerranéen en Israël. Vous voyez ici une vue d'ensemble schématique et nous avons plusieurs capteurs sur l'arbre ainsi que des stations météorologiques. Et vous voyez ici une autre photo sur cette protection contre les radiations. Il s'agit en fait d'une feuille argentée. C'est l'appareil de mesure du flux de sève qui nous permet de mesurer le transport de l'eau dans l'arbre et de tirer des conclusions sur l'effet de transpiration des arbres urbains, par exemple. Ici, vous voyez une autre photo plus précise. Et ici, par exemple, vous voyez un dendromètre qui nous donne la croissance du tronc. Et nous avons ici des mesures toutes les 10 minutes et via les stations météorologiques, nous avons bien sûr encore des informations sur la température, les précipitations, la pression atmosphérique, la vitesse de l'air et ainsi de suite. La vitesse du vent et les capteurs de sol nous donnent encore des informations sur la teneur en eau du sol et la température du sol. Grâce à cette récolte de données, mon collègue Thomas Rotzer a développé un modèle. CityTree est un modèle d'arbre individuel basé sur les processus qui me permet de calculer et de simuler la croissance d'un arbre et ses services écosystémiques. Pour cela, j'ai besoin de différents paramètres d'entrée comme l'emplacement et quelles sont les données climatiques disponibles ici, quelle est la température, les précipitations en moyenne à long terme, par exemple pour Munich. Ensuite, je peux entrer la concentration en CO2 de l'atmosphère pour le climat réel. J'ai besoin d'informations sur le sol, le type de sol et bien sûr d'informations sur l'arbre, quel type d'arbre s'agit-il, quel âge à l'arbre, quelle taille. Et après avoir entré ces paramètres, j'obtiens la croissance et la performance de l'écosystème de cet arbre pour une année. C'est-à-dire que nous obtenons la séquestration du carbone, la capacité de refroidissement, l'ombrage et le débit. Et je peux bien sûr faire varier tous ces paramètres. Et donc, je peux choisir une autre espèce d'arbre, d'autres tailles, entrer les paramètres pour cette espèce d'arbre. Je peux changer de site, de sol, je peux aussi entrer des données climatiques sous forme de scénario climatique. Je peux aussi modifier les paramètres de concurrence. Par exemple, si j'ai un arbre voisin à côté du mien, quelle est l'influence? Je peux modifier l'imperméabilisation du sol et voir ce qu'apporte, par exemple, une désimperméabilisation. Et nous avons maintenant aussi intégré un module d'irrigation. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont que des données de simulation, mais elles sont validées pour toutes les mesures que j'ai présentées précédemment. Et plus tard, je vous montrerai quelques résultats, notamment le fait que le modèle est constitué de différents modules qui sont tous validés. Par exemple, pour la phénologie, le développement des plantes, la photosynthèse, le bilan hydrique, la location. Et justement, nous avons déjà testé le modèle à de nombreuses reprises et le modèle sera bientôt disponible en ligne. Alors, si vous cherchez par exemple CityTree sur Google, il n'est pas encore en ligne, mais il le sera prochainement. Nous attendons le feu vert de notre ministère qui est le bailleur de fonds. Ensuite, vous pourrez, via un masque d'entrée, saisir par exemple l'espèce d'arbre, son emplacement et obtenir les services écosystémiques d'un arbre. Ensuite, une autre question qui m'a été posée en amont de cette présentation, c'était comment le stress hydrique affecte la croissance et la capacité de refroidissement des arbres. Et j'aimerais vous présenter quelques résultats de notre recherche à ce sujet. Comme je l'ai déjà dit, nous avions un projet Klima Erlebnis Würzburg. Il s'agissait d'un projet visant à sensibiliser le public à la croissance des arbres et aux performances des arbres urbains. Nous avons installé des laboratoires spécialisés dans toute la ville de Würzburg que je vous ai déjà présenté. Nous avons planté 2 espèces d'arbres, le tilleul à petites feuilles et le robinier. Et nous avons installé ici un gradient de laboratoire d'arbres. D'une part, du centre-ville très sec où il n'y a pas d'arbres jusqu'à la périphérie.
Et nous avons installé un laboratoire d'arbres au bord d'un fleuve, le Main, à l'occasion de l'exposition horticole régionale, car c'était la raison pour laquelle le projet a eu lieu, à savoir qu'il y avait une exposition horticole régionale. Et les données de mesure des arbres ont été transmises en direct afin que l'on puisse voir comment l'arbre a poussé, quels sont ses services écosystémiques et comment il se porte. Quand il faisait chaud, on pouvait voir que l'arbre souffrait. On avait des informations sur le bien-être d'une personne lorsqu'elle se tenait à proximité d'un arbre ou à une station sur la place du marché où il n'y avait pas d'arbre. Si la personne souffrait de la chaleur ou non, en été, c'est ce qu'on pouvait voir. Comme je l'ai déjà mentionné, il s'agit de deux espèces d'arbres et on le voit clairement ici, ces deux clusters. Le cluster supérieur, les lignes supérieures sont celles du robinet, qui est une espèce quand même nettement plus rapide que les lignes inférieures, ce qui est le cas du tilleul à petite feuille. Les années 2018 et 2019 furent des années très sèches à Würzburg, alors que 2020 se situait dans la moyenne. Et vous voyez, les courbes ici mettent en exergue que la construction et la croissance ont déjà été influencées par le climat, même si ce n'est pas tout à fait l'année que nous attendions. Et cette ligne rouge supérieure était par exemple le robinet en 2019. On voit donc que même en année de sécheresse, le robinet a bien poussé, mais en 2018, qui était une année extrêmement sèche, le robinet a nettement moins bien poussé. Nous voyons donc ici que la croissance diffère selon l'espèce, mais aussi selon le climat de l'année. Le début de la croissance, sa durée et son ampleur dépendent donc de différentes conditions, mais on ne peut pas dire tout de suite que la croissance est plus mauvaise en année de sécheresse, car les arbres ont été en partie arrosés pendant cette sécheresse et ils avaient encore des réserves, peut-être de l'année précédente. Mais nous voyons ici que les arbres réagissent différemment, alors que le tilleul, par exemple, a réagi de manière très différente et a moins bien poussé pendant l'année sèche. Je vous montre maintenant un aperçu de la croissance du tilleul à petites feuilles dans ces différentes stations en 2018. Vous voyez par exemple à gauche cette barre bleue, c'est la station du Ludwigkeit. Il s'agit de vieux tilleuls d'hiver qui bénéficient de bonnes conditions car il se trouve directement au bord du Main et est très exposé aux précipitations et à l'humidité due au fleuve, tandis que la barre rouge, la parade des places au milieu, est l'emplacement le plus sec de la ville avec une forte imperméabilisation et un fort rayonnement. C'est ici que l'on a observé le comportement de croissance le plus faible. La barre verte à droite, Landesgartenschau, est un autre site que se trouve un peu plus loin, en dehors, avec une faible imperméabilisation et de bonnes conditions du site. Et nous constatons donc une fois de plus que la croissance des arbres dépend fortement de l'emplacement. Je voudrais maintenant vous montrer un dernier résultat pour les laboratoires. Et en fait, je vous l'ai déjà dit, nous avons aussi des laboratoires en Israël et nous voyons ici à gauche un graphique sur canopy resistance, donc la résistance de la canopée. Vous voyez les points rouges, ce sont les arbres en Israël, tandis que les points verts et bleus sont les arbres en Allemagne. Et nous voyons ici des différences. Nous voyons que les espèces d'arbres en Israël, pays secs, ont un meilleur contrôle de leur transpiration et de leur consommation d'eau que les arbres en Allemagne. C'est-à-dire que les arbres qui poussent dans des zones sèches ont mieux su s'adapter et peuvent mieux régler la quantité d'eau qu'ils consomment. En d'autres termes, ils utilisent l'eau de manière plus efficace. On le voit aussi à droite avec les barres de gauche. Ce sont à nouveau les arbres en Israël, tandis que les barres de droite sont à nouveau les arbres en Allemagne. Et vous voyez ici que la résistance de la canopée varie également entre ces sites et ces espèces d'arbres. Et donc, les espèces d'arbres adaptées à la sécheresse réduisent leur transpiration pendant les phases de sécheresse, c'est-à-dire qu'elles transpirent moins, ce qui explique pourquoi l'ombre est très importante dans les régions sèches pour l'adaptation au climat et que nous ayons quand même un effet d'ombre ou de refroidissement sur le site. J'aimerais maintenant vous montrer les résultats de nos travaux sur la croissance des arbres urbains. Voici un graphique montrant l'influence de la croissance avant et après l'année 2000. La ligne verte de ce graphique correspond à la croissance avant 2000 et la ligne rouge à la croissance après 2000. Vous voyez ici une nette différence en fonction de l'âge des arbres. Nous voyons donc que les conditions climatiques modifiées après ont une influence négative sur la croissance de nos arbres. Nous l'avons également fait pour l'urbain et le suburbain. Et nous constatons
constatons tout simplement que les arbres poussent mieux dans les zones suburbaines que dans les zones urbaines. Nous avons donc constaté que la sécheresse dans le centre-ville a une influence certaine sur la croissance de nos arbres. Nous avons maintenant examiné cela en détail et avons choisi une année de sécheresse pour plusieurs espèces d'arbres, à savoir 2003. Vous voyez ici le milieu de l'année de sécheresse 2003 et vous voyez que les barres descendent toutes. Cela signifie que pour toutes les espèces d'arbres que nous avons étudiées au départ à Munich, nous constatons une croissance négative par rapport à l'année de sécheresse. Nous constatons des baisses, que l'année de sécheresse influence négativement la croissance, alors qu'après l'année de sécheresse, les réactions sont également différentes. La plupart des espèces d'arbres réagissent aussi négativement après l'année de sécheresse et montrent ensuite une bonne reprise la deuxième année. Certaines espèces comme le platane enregistre une décroissance et nous voyons clairement qu'il y a aussi des différences entre les différentes essences. Nous avons ensuite examiné ce qu'il en était sur plusieurs années de sécheresse et nous constatons à nouveau des différences très spécifiques aux essences. Certaines essences réagissent à nouveau négativement la deuxième année de sécheresse, alors que des espèces comme le robinier réagissent déjà légèrement positivement et la troisième année, le hêtre, par exemple, réagit déjà positivement et après la sécheresse, tout dépend de si un nouvel épisode de sécheresse se produit ou si les arbres ont encore leur réserve. Nous voyons donc que lorsque nous considérons comment les arbres réagissent à la sécheresse, nous devons considérer le site, mais aussi l'espèce d'arbre. Alors, vous voyez maintenant aussi que à Würzburg, la situation est très différente parce que de Kempten, par exemple, qui est beaucoup plus vieux, beaucoup plus pluvieux. Et le degré d'imperméabilisation a aussi une grande influence, tout comme l'emplacement. En effet, lorsque l'imperméabilisation est faible, il est surprenant de constater que l'effet de refroidissement est nettement plus important, par exemple à Würzburg qu'à Kempten. Mais lorsque l'imperméabilisation augmente, les arbres de Kempten peuvent nettement mieux faire face en raison des quantités de précipitations plus élevées par rapport à Würzburg, où il fait déjà très sec. Si le taux d'imperméabilisation augmente, la capacité de refroidissement diminue fortement. Et c'est ce que nous constatons également lorsque nous considérons les changements climatiques. Qu'en sera-t-il des arbres urbains à l'avenir? Voici les résultats de scénarios climatiques pour la transpiration, la relation au carbone et le refroidissement. Nous avons pris en compte deux scénarios, un scénario plus ou moins et un scénario moins optimiste. Et pour les deux scénarios, vous voyez au milieu, pendant que les tilleuls à petites feuilles en des courbes qui baissent tout le temps. Et puisque les lignes noires, des lignes noires aux lignes rouges et jaunes, le rouge et le jaune étant les deux scénarios, la courbe baisse. Une exception il y a une exception pour le refroidissement pour le scénario le plus optimiste, mais sinon les services écosystémiques que nous rendons, nos arbres sont à la baisse. Et c'est aussi le cas pour les platanes. Vous voyez donc que les pronostics le montrent. Et le changement climatique, si les conditions se dégradent encore plus, nous devrons tout simplement prendre des contre-mesures pour préserver nos arbres urbains. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de tirer des conclusions générales parce que le tout dépend de tellement de facteurs qu'on ne peut pas tout simplement résumer ceci. C'est clair que le site, l'espèce jouent des rôles importants, mais pas uniquement. Et si nous choisissant des espèces résistantes à la sécheresse, celles-ci peuvent souvent réduire fortement leur transpiration afin de conserver leur vitalité. Et là, nous devons davantage nous concentrer sur l'effet d'ombrage afin d'avoir des espèces à feuilles denses qui nous permettent de conserver l'ombre. Et si nous voulons également préserver le refroidissement par transpiration, nous devons tout simplement veiller à ce que la disponibilité en eau soit assurée pour les essences et en tenir compte en plus du choix des espèces. Et si l'eau est limitée, il faut utiliser des espèces peu gourmandes en eau, mais veiller à ce qu'elles aient une couronne bien dense. Et bien sûr, comme nous l'avons simplement vu à maintes reprises, j'aimerais beaucoup insister sur ce point. L'imperméabilisation du sol a une forte influence sur la croissance, la vitalité et la performance écosystémique. Une désimperméabilisation contribue clairement à la croissance et la performance écosystémique des arbres urbains. C'est pourquoi nous devons justement voir comment nous pouvons préserver notre patrimoine arboré urbain et le protéger afin qu'il continue à servir de mesure d'adaptation climatique efficace.
Sur ce, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que je n'ai pas dépassé le temps imparti. Et si vous avez des questions, écrivez-moi. Et si vous voyez ici notre belle équipe et nos bailleurs de fonds qui nous soutiennent depuis longtemps, j'espère que nous pourrons continuer notre travail important en la matière. Donc, merci beaucoup et encore une bonne suite de séance. Merci beaucoup, Madame Reichel, pour cette présentation. Je rappelle que vous pouvez très volontiers poser des questions que vous avez à Madame Reichel sur sa thématique dans la foire aux questions. On va les collecter et puis on va les envoyer sous forme collectée à Madame Reichel pour qu'elle puisse y répondre et publier un document PDF par la suite sur le site web. Pour l'instant, je vois pas de questions, mais vous êtes invités à les rajouter au fur et à mesure du webinaire. J'espère que jusqu'à maintenant, on a réussi à résoudre les problèmes techniques et que donc ça devrait fonctionner d'ici pour la suite du webinaire. La question qu'on se pose logiquement après cette présentation de Madame Reichel, c'est OK, l'évapotranspiration, c'est un élément très important, on doit le connaître, mais comment pouvons-nous mesurer cette évapotranspiration? Pour ceci, l'outil le plus important, c'est les mesures du flux de sève, mais comment est-ce que ça fonctionne? C'est Tal Hertig, qui est collaborateur auprès de la Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, la ZHW, est responsable pour les méthodes de mesure et l'évaluation des données, qui va nous présenter premièrement avec des slides le fonctionnement, après avec une petite démonstration live de cette mesure du flux de sève. Danke Tal und ich vergebe dir. Danke vielmals, Silvia. Hallo zusammen, ich bin Tal Hertig. Merci beaucoup, Sylvia. Je m'appelle Tal Hertig, je travaille à la ZHW et je m'occupe justement de cette thématique aujourd'hui. Je vais parler du flux de sève, ses mesures, vous en dire plus sur notre travail de recharge. Et ce concept de ville éponge. Donc, on essaye tout d'abord de stocker l'eau dans le système, qui se trouve dans le système, et de rendre cette eau par justement la transpiration, l'évapotranspiration. Donc justement la transpiration par le sol et bien sûr les plantes qui jouent un rôle qui en transpirant justement libèrent l'eau dans l'atmosphère et refroidissent ainsi des sites urbains et des villes. Il est donc important de comprendre comment les plantes gèrent l'eau pour que nous puissions prendre ça en compte dans nos concepts d'urbanisation. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de prendre ça en compte? Alors, tout d'abord, grâce à notre mesure, donc la gestion de l'eau, nous comprenons comment se comportent les arbres, comment ils réagissent face à différents facteurs climatiques. Ceci nous aide à choisir les plantes. Donc, si nous avons un emplacement plutôt sec, nous voulons avoir des plantes qui savent gérer cette sécheresse. Lorsqu'on sait comment un arbre se comporte, on peut ensuite extrapoler, choisir des arbres, des substrats et savoir quelles vont être leurs transpirations, comment vont-ils pousser et évoluer ces arbres. Donc, pourquoi avons-nous besoin d'autres facteurs? C'est pour régler l'intensité d'arrosage, d'avoir une stratégie d'arrosage. De cette manière, nous pouvons cibler notre utilisation d'eau et la gérer au mieux dans notre ville. Ensuite, ceci nous permet de surveiller le bien-être, la santé de nos plantes. Surtout s'il y a peut-être des dégâts aux racines, par exemple. Ceci nous permet de nouveau d'avoir ces informations. Si on analyse le flux de sève, on peut voir s'il y a un problème ou non. Alors, il y a eu un petit problème technique au niveau du son et l'interprète n'avait pas entendu. Donc, grâce également à ces services écosystémiques et ces chiffres, nous pouvons de nouveau créer des différents modèles. Et maintenant, je vais vous donner une petite explication pour vous expliquer comment les plantes gèrent l'eau. Alors, tout d'abord, il s'agit de cette
régulation des stomates. Donc, c'est des petites ouvertures à la surface des feuilles qui gèrent justement l'échange entre le CO2 et qui les transforme avec la plante. kann mehr Wasser aus den Stomat heraus. Da der Dampfdruck innerhalb des Blattes größer ist als das, Alors, il y a cet échange entre l'atmosphère et la plante. Et en général, la plante libère davantage d'eau. wird im Rahmen der Photosynthese gebunden. Ceci se passe dans le processus de la photosynthèse. Donc, l'évaporation, la transpiration de la plante, savoir combien de plantes libèrent l'eau, tout ceci est en lien avec la croissance de la plante. Les plantes peuvent également régler leur utilisation d'eau et en fermant justement ces stomates. Donc, certaines plantes peuvent le faire, pas toutes les plantes n'ont pas la même réaction. À nouveau, comment pouvons-nous le mesurer? Il existe plusieurs méthodes, plusieurs appareils. Donc, on peut par exemple voir sur la feuille et peut mesurer quelle est sa capacité. Et donc, on peut également l'étendre sur la surface ou sur l'ensemble de la plante. Ou bien l'isomètre également, qui nous permet d'emballer un arbre en quelque sorte et qui permet de mesurer de nouveau la transpiration. Donc, il existe ces deux mesures, mais elles sont limitées. Donc, le poromètre, la première technique, il y a quelques problèmes en termes d'exactitude si l'on veut ensuite extrapoler les données, parce qu'il y a certaines feuilles qui transpirent plus, il y a certaines feuilles qui ont plus de stomates par rapport à d'autres. Pour le lusomètre, c'est une technique extrêmement chère parce que chaque appareil doit être réglé pour chaque arbre. C'est très difficile. Les données recueillies également sont difficiles à analyser. Heureusement, nous avons également les capteurs de flux de sève. Et aujourd'hui, j'ai amené deux exemples. Ici, vous pouvez voir les deux capteurs, donc Implex SM4 et iSachi SM1. Donc, ces capteurs de flux de sève sont utilisés depuis plusieurs décennies. Souvent, ces capteurs fonctionnent avec un heat ratio que je vais expliquer à la suite. Et donc, voilà, vous pouvez voir ici à quoi cette sonde ressemble. Donc, il y a 3 aiguilles qui vont ensuite être insérées dans le tronc. Il existe des appareils où tout est dans un log principal et qui a donc une batterie également, mais il existe également ce genre de version comme la noire et le capteur donc stocke lui-même ces données et qui nous permettent justement d'analyser lorsque l'écart entre plusieurs arbres est plutôt grand. Donc d'abord, on va appliquer ces capteurs à un arbre. Donc c'est très peu invasif. Donc on doit faire 3 mini-trous vraiment tout petits qui ne causent aucun dégât à l'arbre. Donc voilà, on transperce l'arbre avec ces 3 aiguilles dans le tronc et on peut ainsi vraiment mesurer toute la gestion de l'eau de la plante parce que pour 95% de l'eau de xylème s'évapore à travers les feuilles. Donc, il y a une partie qui enregistre, une part qui est quand même stockée. Donc, pour mieux comprendre comment fonctionnent ces capteurs, on va devoir analyser un tronc. Donc, ici, vous voyez une coupe transversale. Donc, ici, vous voyez également le bois de cœur où il n'y a pas d'eau. Le xylème, donc ce qui nous permet justement les tissus vasculaires qui transportent l'eau et ensuite l'écorce qui protège l'arbre. Donc voilà. Prenons un jour X, les stomates sont ouverts et on voit que l'eau circule. Donc les capteurs et l'aiguille du milieu donnent un peu de chaleur, une impulsion de chaleur et cette chaleur est transportée grâce à l'eau de xylème et arrive aux 2 autres aiguilles. Elles-mêmes se réchauffent. Mais
l'aiguille qui chauffe plus, donc celle qui est au-dessus de l'aiguille chauffante, chauffe davantage par rapport à l'aiguille qui est en dessous. Ça, c'est parce qu'il y a davantage d'eau chauffée qui arrive. Et c'est exactement cette différence de chaleur, excusez-moi, de température que nous pouvons mesurer. La différence est minime parfois, hein, comme vous pouvez voir. Mais on se base sur un rapport sur l'aiguille du haut et l'aiguille du bas. Et grâce à ça, nous pouvons calculer quelle est la vitesse, le débit de l'eau. Et lorsque nous avons ce débit, nous pouvons également effectuer nos calculs. Bien évidemment, il faut comprendre comment est constituée la plante et de cette manière, on peut savoir aussi combien d'eau sera transpirée et sera évacuée par la plante. Ici, vous voyez un graphique. Ce sont des données de plusieurs arbres. Et on doit d'abord prendre en compte qu'il s'agit de données brutes. Donc, l'interprète n'a de nouveau plus de son, excusez-moi. Donc, en fonction des conditions climatiques, en fonction des intempéries aussi, ou de l'humidité du sol où se trouve la plante. Donc, tous ces facteurs permettent de voir quelles sont les conditions de la journée. Donc, voilà, c'est des belles données, elles sont intéressantes, mais il faut pouvoir les traiter pour qu'elles soient utiles à la planification. Donc, d'abord, il faut que nous prenions en compte l'anatomie de l'arbre, faire un calcul et ensuite mettre en exergue les autres facteurs. Comme nous l'avons fait ici, il s'agit du travail de bachelor de Maura Malti, une ancienne étudiante qui a étudié 2 érables et comparé le flux de sève de ces 2 arbres. Donc ici, on voit la quantité de flux de sève, donc la quantité d'eau, et ensuite également le déficit de cette pression, donc la saturation de l'air également. Ceci nous permet de savoir quel est le degré de sécheresse de l'eau et savoir combien d'eau il y aurait dans cet air et en comparaison à combien y a-t-il vraiment d'humidité d'eau dans l'air. Donc, quand il y a un déficit de pression, de vapeur, on penserait qu'il y a donc davantage d'eau qui circule. Et vous voyez ici cette courbe qui stagne légèrement. Et donc, on a ce modèle qui nous permet ici de décrire comment évoluent ces données. Donc, excusez, l'interprète a de nouveau un problème de son. Donc, l'interprète s'excuse, elle n'a pas de son. Das ergibt uns Aufschluss, wie schnell dieses Maximum erreicht wird. Donc, en analysant ces données, on peut savoir justement quand est-ce que la plante arrive au maximum. Donc, il y a cette valeur B qui nous permet de déterminer comment on arrive au taux de régulation maximum. Donc, on a de nouveau ce déficit de pression de vapeur. Donc, c'est une technique utilisée par l'arbre. Et ceci nous permet de vraiment planifier quel arbre planter dans quel endroit grâce à ces données. En même temps, nous pouvons faire la comparaison avec plusieurs systèmes. Donc, si nous avons les mêmes plantes, la même espèce, avec un sol différent, nous pouvons constituer le sol de cette manière que la régulation se déroule plus lentement. Donc, il y a de nouveau un problème technique. Excusez-moi, l'interprète n'a pas pu entendre la phrase. Donc voilà, je pourrais encore parler des heures sur le flux de sève, mais voilà, je n'ai pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas à me contacter. Je suis à votre disposition. Vous pouvez voir ici mes coordonnées à l'écran. Peut-être qu'il faudrait que je change ma photo, c'est vrai. Photo un peu plus actuelle. Wir entschuldigen uns für die technischen Probleme. Ich habe die Meldung Nous erhalten, nous excusons des problèmes teilweise diese techniques. J'ai Aussetzer
entendu que parfois il y avait des interruptions qu'on n'entendait pas vraiment bien. Ich bitte euch, uns jeweils möglichst rasch dann darauf En fait, aufmerksam lorsque zu machen. vous avez ou que vous constatez des problèmes, dites-le nous aussi rapidement que possible. Il y a une question. Existe-t-il des valeurs générales par rapport au flux de sève en fonction des espèces d'arbres, de leur âge, etc., où il y a un trop de paramètres pour avoir un ordre de grandeur? Ich versuche mal den ersten Teil zu beantworten. Bon, je vais essayer de répondre déjà à la première partie de la question. C'est difficile de dire qu'il y a des valeurs générales parce que, comme je l'ai dit, ça dépend de l'endroit, mais ça dépend aussi des facteurs de l'environnement et du site. Et pour les plantes, ça dépend aussi de l'âge. Bon, on peut trouver beaucoup de valeurs dans la littérature à ce sujet, mais ce que nous essayons de faire, c'est de faire des recherches sur ces valeurs standards. Donc, il y a des valeurs standards qui sont utilisées dans les différents modèles, par exemple iTree ou bien EnviMet. C'est un outil de modulation, mais évidemment, il peut y avoir des écarts et ça, nous le constatons lorsque nous mesurons, c'est tout. Merci pour cette réponse. Eine weitere Frage ist, kann man Une solche autre question, est-ce Saftflussmessungen que ces auch für die Kommunikation oder mesures de Sensibilisierung flux verwenden? du sève, on peut aussi les utiliser pour la communication et la sensibilisation? Oui, absolument. Un des objectifs que nous avons, Astrid l'a déjà expliqué, c'est de montrer les écosystèmes des plantes et aussi les services fournis par les plantes dans les villes. Et grâce aux mesures de flux du sève, on peut aussi chiffrer ces prestations, ces services qui sont fournis par les arbres ou les plantes en matière de rafraîchissement de la ville. En fait, le rafraîchissement se fait par différents facteurs, par exemple grâce à l'ombre, mais aussi grâce au fait que l'eau est captée et la transpiration également qui contribue justement au rafraîchissement. Et donc, grâce à ces chiffres, on peut calculer l'énergie exacte qui a été sortie du système pour ensuite produire ce rafraîchissement. Danke für diese Erläuterung, Tal. Merci. Ich sehe im Moment im Chat keine En ce weiteren moment, je ne vois pas Fragen. d'autres questions. Alors, je vais continuer en français. Nous avons beaucoup appris sur les difficultés des arbres à survivre aussi en futur et puis comment on peut vérifier leur état et leurs besoins en eau avec ces flux de sève. Mais maintenant, il faut agir et avec ceci, je prie André Nico de partager son écran, son micro et sa caméra. André Nico, il est chef de projet auprès du service des travaux et de l'environnement de la ville d'Yverdon-les-Bains. Il remplace monsieur Antoine Sauser qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Donc, merci beaucoup, monsieur Nico, de vous être mis à disposition aussi rapidement pour remplacer monsieur Sauser. La présentation, elle reste néanmoins la même. Donc, comme je disais, maintenant, il faut agir. On connaît un peu les problèmes des arbres, on connaît comment on peut identifier leurs besoins. Mais maintenant, il faut vraiment essayer de maintenir et d'agrandir la population d'arbres dans nos villes. Mais comment faire? Je sais que vous, à Yverdon, vous avez défini une stratégie de végétalisation et que vous êtes en train de la mettre en œuvre. Et donc, je vous remercie de nous présenter cette stratégie avec quelques exemples concrets de mise en œuvre.
et je vous prie de parler lentement vu la qualité du son pour la traduction simultanée. Merci. Merci. Je m'excuse pour le micro, il n'est pas très top, mais on va essayer de faire avec. Alors, je vais vous présenter notre stratégie de végétalisation de la ville d'Yverdon-les-Bains. Donc, comme ça a été évoqué précédemment, le climat mondial, y compris en Suisse, a passablement changé ces dernières décennies. Les impacts de cette évolution sur l'homme sont déjà perceptibles et devraient être encore plus marqués au fur et à mesure que les changements climatiques progresseront. Ces risques en termes de vulnérabilité du territoire ont été analysés lors de l'élaboration du plan climat communal, et ils sont notamment l'augmentation des crues, comme nous avons pu le vivre lors des inondations de 2021, l'accentuation d'événements extrêmes comme les fortes précipitations, comme en mai 2018 où il est tombé 70 mm d'eau en 2 heures, mais aussi la perte de la biodiversité, notamment sur l'avifaune. On observe que 70% des espèces d'oiseaux nippeurs sont menacées. Un autre problème, c'est les îlots de chaleur, comme ça a déjà été évoqué, ou encore la sécheresse qui ont marqué l'été 2022 au sein de la commune. Et donc les villes se doivent d'entamer une mue pour s'adapter face à certains impacts et assurer un bon niveau de viabilité en zone urbaine. La végétalisation des villes est un enjeu important en termes de résilience du territoire pour tous les services écosystémiques rendus. Et ce scénario vaut aussi pour la ville d'Yverdon et sa région. Les solutions d'adaptation et résilience existent par la planification et la mise en place de mesures en lien avec le renforcement des trames vertes et bleues en végétalisant, en perméabilisant les sols ou encore en aménagement aussi des cours d'eau. C'est dans cette optique que s'inscrit la stratégie de végétalisation. Donc effectivement, la stratégie de végétalisation a un impact au niveau communal et plus précisément, la végétation a un impact positif plutôt considérable sur de nombreux aspects comme la réduction des températures en milieu minéralisé, la fraîcheur, la rétention d'eau, le maillage écologique pour la biodiversité, la captation du carbone ou encore la stabilisation des sols grâce au système racinaire. Et effectivement, un nombre d'études montrent que dans les espaces publics végétalisés, un arbre fournit la même fraîcheur que 5 climatiseurs et que des toits et des murs qui sont végétalisés, par exemple pendant une journée ensoleillée, elle n'atteint que 30 degrés contre 800 degrés si le toit il est minéral et de couleur foncée. Donc on voit bien l'intérêt de renforcer la végétation en milieu urbain et il est essentiel de pouvoir planter des arbres aux endroits problématiques et prioritaires, où les effets des îlots de chaleur se font forts. Le maillage écologique est faible pour la biodiversité et le paysage souffre du manque d'arbres. C'est donc pour cette raison que la stratégie de végétalisation a été élaborée par la municipalité en collaboration avec un bureau d'ingénieurs en environnement. Et cette dernière est basée sur un diagnostic complet cartographié en combinant autant les axes climat, paysage, biodiversité, valorisation des arbres existants et la facilité d'entretien. Donc au niveau du contexte, à Yverdon, on a un potentiel vert qui est plutôt bon. Donc on considère que 34% du territoire urbain est végétalisé, avec près de 58 hectares d'espaces verts publics qui sont entretenus par la ville, ou encore 49 hectares de zones forêts sur le territoire urbain, agissant comme des poumons verts pour la ville. Dans ce secteur urbain, la ville compte environ 9000 arbres, sans compter les forêts, dont environ 5300 arbres publics. Les arbres sont de diverses essences, avec un mélange plutôt de feuillus et à tendance indigène. Et ce panachage est une force du patrimoine arboré yverdonois, étant qu'aucune essence ne dépasse plus de 15% des espèces totales. Les espèces les plus fortes en pourcentage sont le bouleau, le tilleul et l'érable.
Et depuis plusieurs années, la ville plante en moyenne 2 fois plus d'arbres que ce qu'elle renouvelle sur le domaine communal. Pour donner des chiffres un peu, en 2022, nous avons abattu 71 arbres, mais replanté en contrepartie 215, soit près de 3 fois plus. En 2023, 68 arbres ont été abattus et 335 arbres ont été plantés, donc c'est un coefficient x5. Et le taux actuel de couverture foliaire ou d'indice canopé, comme on dit, est de 17% sur le territoire communal et permet une réduction globale de 1 degré Celsius de la température. Et le but, c'est d'extensifier fortement cette surface pour les prochaines décennies. Ce patrimoine il demande une gestion et un entretien important et nous nous attelons donc avec mes collègues à planifier et maintenir une croissance saine du patrimoine arboré, assurer la résilience de ces derniers face aux dérèglements climatiques, ainsi que l'équilibre de la biodiversité. Donc, un gros problème qui est identifié dans la plupart des milieux urbains, c'est ces îlots de chaleur. Donc là, représenté sur cette diapositive, c'est une carte des îlots de chaleur où les températures urbaines localisées sont plus chaudes. Donc, ils ont en rouge, la température mesurée est plus haute et en bleu, c'est les zones les plus froides. Donc, pour ces données, il s'agit de données satellites prises sur 3 jours durant un été caniculaire. La température est mesurée selon une résolution de 10 mètres par satellite. La carte des îlots de chaleur, elle donne un état actuel de l'existant et met en avant les zones les plus réchauffées dont l'état risque de s'empirer avec les années futures. Donc, comme je l'ai expliqué avant, les couleurs représentent les différences de température et les points problématiques sont les espaces très minéraux. Donc, où il n'y a aucun végétal, où c'est très bétonné. Donc voilà. C'est là qu'on retrouve le plus cet effet d'îlot de chaleur. Et sur cette carte, on observe aussi, c'était une analyse multicritère, donc les zones sensibles en jeu. Donc les zones sensibles, c'est surtout par rapport à la population sensible, donc les personnes âgées et les écoles ou les hôpitaux. Et il y a également une analyse de la densité de la population par rapport à ces îlots de chaleur. Ça a permis de prioriser nos actions. À l'inverse, sur cette carte, les îlots de fraîcheur sont représentés. Il s'agit des lieux où la température est plus froide qu'ailleurs. Ces lieux se trouvent à proximité des eaux du lac de Neuchâtel ou encore de la Thièle, et des espaces verts qui sont très, très arborisés, comme le parc d'Entremont, la forêt de Campoutet, où il y a la réserve de la Grande Carissé, ou encore la forêt de Calamain. Les arbres en forêt, ils jouent un rôle significatif dans la baisse des températures. Cette réduction varie en fonction de l'indice canopé, qui est déterminé par le feuillage et l'ombre qu'il procure sur un territoire donné. Et donc, plus le pourcentage de l'indice de canopée est élevé, plus les températures se réduisent. Il est primordial de préserver ces îlots de fraîcheur existants sur le territoire, ainsi que de favoriser leur multiplication et leur extension sur les zones où on retrouve notamment les îlots de chaleur. Donc, basé sur ce diagnostic et ces différentes cartographies, je ne vous ai pas tout présenté par un souci de timing, mais il y a 4 axes stratégiques d'action qui ont été définis, avec pour chacun d'entre eux des objectifs et un catalogue de mesures. Donc, le but est de densifier la végétalisation, d'augmenter la résilience et de préserver la qualité du patrimoine arboré actuel, d'évaluer et anticiper la vulnérabilité, ainsi que s'assurer que la stratégie soit toujours en adéquation avec l'actualité et soit bien diffusée. Donc, premier axe qui concerne la densification de la végétation, il est important de rappeler que l'arbre est un formidable allié face aux fortes chaleurs et aux phénomènes extrêmes, notamment par l'évapotranspiration et sa canopée qui permet de créer de l'ombrage. On peut notamment l'observer sur l'image thermique à droite.
Donc on voit que la transpiration est un phénomène physiologique par lequel un arbre émet de l'eau dans l'air sous forme gazeuse par l'intermédiaire de ses feuilles, afin de réguler sa température, comme nous en fait. Et quand il fait chaud, ça permet d'assurer la circulation de la sève brute et minéralisée qui provient des racines en direction de tous les organes de la plante. Ce processus demande à l'arbre un apport en eau constant et suffisant en puisant l'eau dans le sol. Le bénéfice rafraîchissant de l'arbre est donc double par la transpiration et l'ombrage. Ceci vaut essentiellement pour les périodes diurnes, donc quand il fait jour. L'emplacement, le type de la végétation et la connexion sont importants dans un projet d'arborisation pour assurer le rafraîchissement. Il est important de placer les arbres en réseau pour assurer une fraîcheur diffuse, si possible aussi à proximité des autres espaces de fraîcheur. De sélectionner les bonnes essences en lien avec la résilience climatique, la biodiversité et autres, et encore de placer ces arbres dans les meilleures conditions possibles pour un développement périn qui dure dans le temps. Donc c'est dans ce but de lutter contre les îlots de chaleur urbains que de nombreux projets sont en cours d'études et de conception dans les différents secteurs de la ville. Les projets de végétalisation en cours sont de diverses sortes, comme l'aménagement d'une place climatique à Terre de Savoie, l'arborisation du jardin de poste, la densification du patrimoine arboré au parc des Rives et à la plage, la mise en place d'une microforêt urbaine, notamment dans les quartiers de la Prairie et l'ancien skatepark, des mesures ciblées également, comme par exemple au centre historique avec l'arborisation d'un parking, l'arborisation de cours d'école, notamment avec celle de la cour d'école des Rives, ainsi que plusieurs autres mesures en cours de développement dans le cadre du plan canopé de la ville. Ces différents premiers projets verront la mise en place d'un peu plus de 700 arbres, en plus de la double compensation effectuée annuellement par le service. Et il est donc important de rappeler que ceci ne s'avère pas être une course à la plantation, mais qu'il est nécessaire d'assurer une arborisation durable et pérenne dans le temps, et qu'il est aussi prioritaire d'assurer la préservation du patrimoine arboré existant au mieux, car les bénéfices des vieux arbres sont très précieux. Donc voilà. Ensuite, une aparté sur l'apport de l'eau. Donc un autre aménagement qui est performant en termes climatiques sont les plans d'eau et cours d'eau, qui ont aussi un pouvoir rafraîchissant dû à l'évaporation. On remarque que celui des rivières, il est plus élevé que celui des étangs, car le mouvement de l'eau, il augmente la surface d'évaporation et renforce les essences avec les couches plus profondes et plus froides. Les renaturations sont donc un très bon allié, notamment par la remise à ciel ouvert des tronçons qui ont été enterrés à l'époque. Sur l'image qu'on peut voir sur la diapositive, il s'agit d'une noue à Y Park. On la voit pas, non, on la voit pas sur la slide, mais on a créé récemment une autre noue ailleurs, et on essaye de favoriser ces noues qui permettent de rafraîchir, mais aussi euh, de, de retenir l'eau, de faire de la rétention d'eau quand il y a des périodes d'inondation. Donc, l'arbre, s'il présente de nombreux avantages urbanistiques, climatiques ou paysagers, il faut rappeler avant tout que c'est un être vivant, qu'il est important de préserver. Donc ça commence dès la plantation, donc il faut lui assurer des bonnes conditions de plantation, notamment assistage dans son système racinaire, qu'il puisse se développer comme il faut. Il s'agit aussi de sélectionner les bonnes essences, de prodiguer des soins adaptés aux arbres par la taille ou bien des améliorations racinaires par exemple, et enfin de suivre les spécimens dans le temps. Donc au sein de la commune, nous avons plus de 9000 arbres qui ont été recensés, dont 5300 spécimens sont entretenus par les services de la ville. En raison du changement climatique, les arbres sont mis sous pression. 70% du patrimoine arboré de la ville est considéré comme moyennement à bien adapté au changement climatique.
Et même si certaines espèces sont moins bien adaptées, d'autres, telles que le chêne vert, l'érable champêtre, le pin sylvestre ou encore l'aubépine, font preuve de résilience. Autrement dit, ces arbres ont la capacité de résister à de fortes perturbations. Donc là, sur cette carte, chaque carré représente 1 hectare avec la diversité d'essences présentes. On remarque que certains endroits sont beaucoup moins variés que d'autres. Les privés ne sont pas pris en compte dans cette analyse, et donc il faut garder en tête qu'on ne connaît pas tout. De plus, certaines études démontrent que le rafraîchissement dépend également de la diversité des essences présentes. Un héritage de la mode de l'époque où l'on plantait des allées monospécifiques, on a tous cette image de lignée de platane, donc uniquement une espèce. Et donc au sein de notre service, on essaye de casser ces habitudes depuis quelques années en mélangeant les espèces lors des plantations. La diversité des essences permet de mettre les chances de notre côté pour les années futures. Une évaluation complète du patrimoine arboré a été réalisée, ainsi que des essences d'avenir pour évaluer via des analyses multicritères leur degré d'adaptation en fonction de l'environnement de l'arbre. Les critères de cette évaluation, ils prennent en compte la résistance des essences face aux conditions particulières de croissance en milieu urbain et leur aptitude à supporter la sécheresse et de fortes chaleurs, mais aussi l'exposition au soleil et au gel, les inondations temporaires ou encore les maladies et les ravageurs. À cela s'ajoute la capacité de l'arbre à protéger du soleil, sa compatibilité avec les routes et son potentiel allergène. Et donc, ceci permet aussi de prendre en compte plusieurs critères en fonction des plantations, des lieux de plantation. Et dans le but de maintenir une croissance saine du patrimoine arboré en favorisant la diversité des essences, une liste de près de 30 espèces a été identifiée comme étant résiliente et adaptée au milieu urbain. Cette liste d'essences à privilégier est toutefois vouée à être modifiée et affinée en permanence de façon itérative en fonction de l'évolution des changements climatiques et des expériences concrètes de plantation. Parmi celles-ci, je vous ai mis quelques photos. Donc, on peut retrouver l'érable plane, l'érable champêtre, le platane, le tilleul à petites feuilles, le peuplier, le parme houblon, le pin sylvestre. Et la diversité des essences, elle permet de limiter les risques de grandes pertes en cas d'apparition de ravageurs ou de parasites. Donc, en plus des mesures d'arborisation, de densification de la végétation en zone urbaine et de la bonne préservation du patrimoine actuel, il est essentiel de toujours monitorer et évaluer ces actions. Donc, végétaliser une ville, ça demande aussi c'est un défi. Et donc, il convient de s'assurer que nous mettons en place, que ce que nous mettons en place tient la route, vu que nous végétalisons souvent pour les prochaines générations. Donc, nous assurons donc ceci avec des diagnostics par mesure et cartographie, ainsi que par des relevés et des suivis d'expérience de terrain. Il est aussi important de prendre en compte de prendre des mesures de prévention, protéger la population face aux situations extrêmes, en mettant aussi en place un plan canicule qui est en cours d'étude au service et sera en coordination avec le plan canicule vaudois. Enfin, le dernier axe est consacré à assurer le bon développement de cette stratégie et sa mise en application concrète, avec notamment la mise en place d'un plan canopé qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs de couverture foliaire en ville d'ici 2050, mais aussi de sensibiliser tout un chacun sur l'importance de la végétation pour notre qualité de vie, la santé et l'adaptabilité face au réchauffement climatique. Et nous nous attelons aussi à mettre en place des projets pilotes pour obtenir des résultats scientifiques sur certains aspects comme l'utilisation de biosphères dans les postes de plantation, la mise en place d'outils pour détecter l'état de vitalité des végétaux, comme le projet que nous menons avec l'EPIA, les PFL et M. Krebs sur les arbres connectés. Et donc, nous arrivons gentiment au terme de cette présentation des axes de stratégie de végétalisation et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions ou remarques suite à cette présentation.
Merci beaucoup, Monsieur Nico, pour cette présentation très intéressante. Je pense que vous pouvez enlever votre écran. Ah, Voilà, euh, parfait. Mais vous pouvez rester avec votre caméra si vous souhaitez. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi-même, je me suis quand même noté quelques questions en écoutant votre présentation. Une question que je pense beaucoup de communes se posent. Vous avez dit, ben, vous voulez planter 700 arbres en plus et vous prévoyez de toute façon déjà de doubler ce que vous faites chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de charge de travail et de coûts? Parce que finalement, c'est quand même un changement assez radical. Et comment est-ce que ceci est financé à Yverdon? Alors oui, c'est une question très pertinente. C'est bien beau de planter des arbres, mais il faut assurer le suivi, l'entretien par après. Et donc, d'où le développement du plan canopé au sein de la ville. Ce plan canopé, il permet de planifier les projets, de chiffrer aussi, d'avoir une estimation des prix que va coûter tel ou tel projet. Mais il va permettre aussi d'aller chercher du crédit d'investissement au niveau de la commune, de la municipalité, pour pouvoir réaliser ces différents projets. Et pour l'instant, vous avez toujours réussi ou est-ce que vous rencontrez aussi des problèmes des fois quand vous allez chercher des crédits auprès de la municipalité? Alors, on rencontre pas mal de problèmes, notamment dans notre service, parce que on dit toujours que on est un service qui coûte, donc on coûte de l'argent, on ramène rien, on fait pas de profit, de bénéfice, on va dire en termes d'argent, mais c'est toujours un sujet un peu difficile à amener devant les municipaux. Et c'est lesquels vos arguments pour réussir à les convaincre, pour que les autres puissent copier les autres communes de vos arguments gagnants? Alors, l'argument gagnant, je dirais que c'est la santé de la population, le bien-être. Ça, c'est un argument phare. On le voit avec ces canicules, ces périodes hyper chaudes, ben, les gens ils se plaignent de plus en plus. Et donc pour nous, on s'appuie là-dessus en se disant que ben voilà, en plantant, on va ressentir des bénéfices, ça va refroidir, et plus la stratégie elle est globale, plus les effets, les bénéfices se feront ressentir. Tout à fait. Donc, on espère qu'avec ces arguments, on arrivera à convaincre aussi les autres. Et puis, il y a une question que je me suis posée parce que je l'ai rencontrée dans le cadre d'autres projets. C'était, vous avez parlé de cette vision ancienne où on voyait ces allées de platanes avec toujours la même essence. Et donc, vous prévoyez de mélanger les essences. Après, il y a quand même des allées qui sont probablement soumises à une protection du patrimoine parce que c'est une allée typique de l'époque XY et donc sous protection. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu ce problème et si oui, comment vous avez réussi à le résoudre? Alors on n'a pas rencontré de problème à Yverdon, D'accord. du coup. Vous avez de la chance alors. Oui, on a de la chance pour ça. Et puis, je vois qu'il y a quand même Monsieur Lou qui pose une question et c'est est-ce que la plantation d'arbres fruitiers est aussi envisagée? Oui, alors ça, c'est une stratégie aussi qui entre plutôt dans la sensibilisation. Donc, on a des pâturages, on appelle ça des éco-pâturages, et on essaye de recréer des vergers haute tige avec des variétés anciennes qui proviennent de rétropommes, je ne sais pas si vous connaissez. Mhm. Et donc oui, et là, ça permettra aussi de faire des ateliers participatifs avec la population, voir comment tailler un arbre fruitier, comment récolter les fruits, etc. Donc, vraiment aussi question sensibilisation et participation de la Oui. population. Moi, je trouve que c'est très chouette tout ce que vous faites à Yverdon. Donc, merci beaucoup pour cette présentation très enrichissante. Dann bitte ich Gabriela, Alors, je Ihr prie maintenant Mikrofon, Gabriela Kamera de und bien Ihren vouloir Bildschirm zu brancher son micro et sa caméra et de nous montrer sa présentation. Genau, Gabriela, die
beschäftigt sich im Rahmen ihrer Gabriela Arbeit mit der Wichtigkeit s'occupe von donc Pflanzen bei der de Handsicherung l'importance an einem des konkreten Projekt plantes wiederum in dans der le Stadt cadre Bern. d'un projet tout à Sehr fait concret gespannt en ville de auf Berne et nous deine sommes très Erkenntnisse. curieux de l'entendre. Vous avez la parole. Merci Sylvia pour la présentation. Bien, donc je vais vous présenter brièvement le contrôle de l'efficacité et de la résilience d'un système de plantation d'espèces indigènes à dominante boisée. Alors, très rapidement, je me présente. Je m'appelle Gabriela Dominguez. Je suis étudiante à la Haute École pour les sciences appliquées à Wädenswil et j'étudie l'ingénierie environnementale. Donc, je suis presque arrivée à la fin de mes études. Je suis en train de rédiger mon mémoire, mon travail de bachelor, justement en me concentrant sur le quartier de Muismaat. Donc, il s'agit d'éléments de construction de villes-éponges pour les villes suisses. Sinon, je m'engage pour des associations à but non lucratif et je suis également jardinière. Bien, venons-en maintenant à notre contrôle d'efficacité. Alors, est-ce que vous voyez le laser? Voilà. Donc, c'est la zone que j'ai analysée. Donc, il s'agit d'une zone en pleine ville de Berne. Vous voyez ici le point jaune. Donc, c'est en dessous du chemin de fer du Martilly. Donc, c'est ici ce petit funis, en fait, qui relie deux quartiers très importants. Donc, il s'agit du centre-ville de Berne, ici à gauche, qu'on voit mieux. Donc, on voit la gare de Berne, le palais fédéral, donc la ville de Berne, le centre-ville, la Margacé, et vous voyez l'Ar en dessous, et il y a justement ce funiculaire qui relie le centre-ville et l'Ar où on peut aller se baigner en été. Donc voilà, c'est cette zone-là. Et ci-dessous, donc à côté de ce funiculaire, j'ai ma zone de contrôle. Donc, ce funiculaire a été construit en 1885, révisé en 2015, et c'est pour cette raison qu'il y a cette nouvelle zone ici de végétation qui est là depuis 2015. Et donc, c'est cette zone que j'ai analysée. Alors, en ce qui concerne la surface, vous pouvez voir ici la zone, donc l'image. Donc, c'est une pente. La superficie est de 795 mètres carrés. Donc, la pente, l'endroit le plus raide, c'est ici. Vous pouvez voir à l'arrêt, la pente est de 32%. Donc, c'est quand même une belle pente. Donc, vous pouvez voir ici des érables sycomores qui ont environ une centaine d'années. Et justement, pendant les travaux, il fallait garder ces érables et préserver, ne pas les endommager. Alors, la pente qui était plutôt raide, il fallait prendre également en compte les glissements de terrain et l'érosion de surface. Surtout, comme vous pouvez le voir ici sur la photo, il y a un trottoir qui est souvent utilisé. Donc, c'était deux défis à prendre en compte lorsqu'il s'agissait justement d'arborer cette zone. Donc, lors de mes analyses, quels ont été mes résultats? Alors, tout d'abord, j'ai effectué un premier contrôle d'efficacité en 2016 et l'automne dernier, j'ai effectué le dernier contrôle, en automne 2023 donc. J'ai découvert que les espèces indigènes sont bien établies. Elles ont recouvert la superficie de 795 mètres carrés. Donc, les arbres sont en bonne vitalité, ils ont l'air de bien se porter, il n'y a pas de problème. Donc, par rapport au contrôle d'efficacité d'il y a 7 ans, j'ai découvert des néophytes. Donc, elles étaient très faible proportion. Donc, c'était des néophytes que l'on trouvait de la zone, mais chaque année, on les élimine lorsqu'on fait les travaux d'entretien. En outre, j'ai vu qu'il y a des écosystèmes qui se sont établis et donc c'est vrai que tout fonctionne assez bien. Afin que vous puissiez vous imaginer la situation et savoir quelles plantes sont sur place,
je vais donc décrire ces 4 environnements. Donc tout d'abord, donc tout dessous de ce funiculaire, en dessous de l'érable sycomore, vous pouvez voir ici qu'il y a un buisson mésophile. Donc c'est une zone d'ombre, plutôt en plante. Donc c'est une de ces une de ces arbres, de ces plantes types qui se sont à l'aise dans cette zone. Elle est justement une excellente vitalité. Donc il existe plusieurs sortes, comme le sureau par exemple, et toutes ces plantes permettent justement d'éviter les glissements de terrain. Donc les plantes qui aiment l'humidité se trouvent là. Par exemple, chèvre des bois. On a aussi donc ces plantes qui arrivent à justement stocker l'eau et ensuite, grâce à tout le système de flux de sève que nous avons précédemment, la faire l'évaporation. Tout en haut, à l'arrêt le plus haut, il n'y a plus cet arable sycomore, mais c'est une zone qui est plus sèche. Donc, il y a des espèces qui apprécient la sécheresse qui se sont installées là. Donc, ce sont des sortes, justement, comme vous pouvez voir, qui se sont installées, qui recouvrent le sol. Donc, des plantes moyennes à grandes, plutôt grandes. Donc, quelle est la fonction de ces plantes couvre-sol et de ces buissons? Donc, ceci nous permet justement d'éviter l'érosion des sols. Donc, troisième zone ici, on peut voir au dernier arrêt, donc en bas, en plaine, quelque sorte, il n'y a presque pas de pente et cette zone est très exposée au soleil. Il n'y a presque pas d'ombre donc tout au long de la journée. Donc, c'était important d'avoir des sortes qui résistaient à la sécheresse pour que le sol soit protégé et recouvert. Donc ici, on trouve plutôt des anémones et d'autres sortes. On voit que justement ces sortes qui arrivent à survivre ces périodes de sécheresse et qui sont à l'aise lorsqu'il y a peu d'eau. Dernière zone, donc voilà, sur ces gabions, et on les retrouve partout sur les différentes zones. Donc vous pouvez voir, elles sont remplies et il y a justement beaucoup d'espace. Il y a de la mousse, par exemple. Donc ces gabions et permettent de réduire le débit d'eau parce que l'eau est freinée dans ce gabion, mais peut quand même circuler entre les différents éléments qui se trouvent dans ce gabion. Et on voit qu'il y a de la mousse justement et des plantes grimpantes qui se sont installées par elles-mêmes. Donc, malgré cette végétation, donc on voit qu'il y a quand même l'eau qui peut traverser ces gabions. Et maintenant, nous arrivons au résultat du point de vue technique. Donc, on a vu quel type de végétation, comment s'est installée la végétation. Et on voit qu'il n'y a pas eu de glissement de terrain, donc tout ceci fonctionne. On contrôle également le flux de l'eau. Et après 7 ans, on voit toujours que ces gabions fonctionnent très bien, ne sont pas bloqués, l'eau peut toujours couler. Ici, je tiens encore à souligner une particularité de ces plantes. Ici, vous voyez les buissons, vous voyez les plantes. Et tout est laissé tel quel. Donc, vous voyez ici les feuilles sèches. Donc, il y a très peu de travaux d'entretien. C'est facile de gérer ces zones. Donc, le système est laissé à lui-même. On ne l'arrose pas. Il n'y a pas de produits phytosanitaires. Il y a juste une fois par année, on contrôle que les différents buissons, que la végétation ne dépasse pas une certaine hauteur. Donc, mais c'est surtout pour le funiculaire, pour que le funiculaire puisse circuler. On élimine bien évidemment les néophytes et nous veillons à ce que la gestion des plantes fonctionne. Donc, ce que j'ai mentionné, donc on laisse toutes les feuilles sèches par terre, mais donc il y a certains endroits où il y a des buissons et là, il y a de la mousse et on la répartit un peu. Donc,
l'idée, c'est d'avoir justement cette gestion des sols qui fonctionne assez bien. C'est pour cette raison que le sol est également stable. Donc, tout d'abord, ceci permet d'encourager la vie sur le sol, donc toutes les petites espèces, et en même temps, donc cette mousse protège le sol, donc il y a également tout ce feuillage qui protège les racines. Donc, c'est pour cette raison que nous laissons le feuillage tel quel. Bien, nous arrivons maintenant à la fin de ma présentation. Donc, venons-en justement aux leçons tirées. Donc, la végétation stabilise le sol supérieur et inférieur. Donc, on évite ainsi les glissements de terrain. Donc, ceci a fait ses preuves jusqu'à présent. Donc, cette végétation, le feuillage réduit la vitesse d'écoulement, donc du débit de l'eau, et ralentit l'érosion du sol. Nous avons donc rempli les critères de ce système de végétation. En plus, on a un peu d'ombre dans cette zone, on peut stocker un peu d'eau et il y a un effet de refroidissement sur la zone. Donc, c'est un gain, un avantage. Ensuite, le feuillage qui est au sol protège le sol et les plantes pendant des périodes de stress. Donc, ça protège le sol pendant ces périodes de sécheresse. Mais ces feuillages protègent également lorsqu'il y a énormément d'intempéries et au contraire quand c'est une période très sèche, donc parce qu'on protège en quelque sorte les racines des plantes de tous ces facteurs extérieurs. Merci beaucoup de votre attention. Si vous voulez en savoir davantage sur ce travail, savoir les détails de ces différents contrôles d'efficacité, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'envoie avec grand plaisir. Bien évidemment, si vous souhaitez lire mon travail de bachelor une fois qu'il sera terminé, il sera publié, sera terminé au premier semestre de l'année prochaine. Si vous souhaitez échanger, si vous avez des questions, je me tiens avec plaisir à votre disposition. Un grand, grand merci. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Liebe Gabriela, herzlichen Dank für Chère diesen Gabriela, Einblick merci beaucoup in deine de spannende nous avoir Semesterarbeit. présenté cette Ich finde es vor allem interrogation spannend, weil das thèse eigentlich que einen guten vous êtes en train de Gegenpunkt rédiger. gegeben hat C'est particulièrement zum intéressant ersten parce Teil, wo der que Fokus vor allem c'est un eigentlich peu auf den Nutzen für die un Hitzeperiode complément de war. ce que nous avons entendu dans la première Du hast wirklich partie, jetzt où il s'agissait fokussiert eigentlich surtout de auf den montrer Nutzen der l'utilité Pflanzen du gegen die sol et des Hangerosion plantes im Starkregenfall. face Von dem her à la herzlichen sécheresse Dank. ou Habe ich das richtig verstanden? aux Du wirst périodes de dieses Thema canicule, noch vertiefen tandis im que toi, Rahmen tu t'es deiner surtout concentré Bachelorarbeit. maintenant aussi sur la prévention des glissements. Et si j'ai bien compris, tu vas encore approfondir ce sujet dans ton mémoire de bachelor. Oui, je vais surtout parler de modules de villes éponges, des gazons et la végétation et le choix de plantes et du relief du sol. Dann sind wir doch gespannt auf deine Oui, alors nous Bachelorarbeit sommes und très wünschen dir curieux viel Erfolg dabei. de lire ton mémoire et nous te souhaitons bien sûr bonne chance et Und beaucoup de somit succès. bitte ich Stefan noch mal kurz Et die maintenant, je letzten prie Slides Stéphane einzublenden. Wir de sind somit montrer am les derniers Ende transparents. Nous unserer sommes arrivés à la Präsentation fin de angekommen. notre présentation. Ich danke allen recht herzlich für die Je Teilnahme, allen remercie tous ceux qui ont Referenten für participé. die Je remercie les spannenden oratrices, les Präsentationen orateurs, und les entschuldige mich présentations fort nochmal für intéressantes. die Et technischen je vous prie encore une fois de Schwierigkeiten. nous Ich hoffe, dass excuser wir des das nächstes difficultés Mal techniques que nous avons eues. definitiv J'espère que besser la prochaine fois, hinkriegen. les choses iront un peu mieux au niveau de la technique. Und somit möchte ich kurz daran Et erinnern, je an voudrais die encore nächsten vous Veranstaltungen rappeler les seitens prochaines manifestations. Schwammstadt, den Donc, Hinweis, côté dass de la Lausanne Éponge, Jardin diese Lausanne Jardin, temporäre Ausstellung une über exposition mehrere Monate jetzt qui im Juni dure startet plusieurs mit mois, dem qui commencera en Fokusthema juin avec Entre l'eau le et nous, sujet das heißt principal entre zwischen dem l'eau Wasser et nous. und wir, und die zur Reflexion einlädt über unsere Beziehung Cette zum exposition Wasser. nous invite à réfléchir à nos rapports avec l'eau. La jeunesse, ein Et au palais de la spezifisches jeunesse, Exponat il y aura zum aussi Schwammstadt-Thema, un mois das qui die sera Stadt Lausanne consacré au umgesetzt sujet de la ville hat. éponge.
et Das d'un projet qui a été mis en nächste, œuvre par la ville de Lausanne. das Le findet prochain in webinaire knapp einem Monat aura statt, lieu am d'ici un 20. petit mois, Juni, le 20 mit juin, dem Schwerpunktthema avec Sickerbelege. Was gibt es un für sujet Sickerbelege principal und was bringen concernant die für die Schwammstadt? des Wir werden revêtements einerseits das Pilotprojekt in et Oerlikon, bei le dem rôle pour 84 la ville éponge. verschiedene Belege getestet Et en werden, fait, on anschauen, présentera un und die projet Stadt où Sion wird uns 84 vêtements ihre perméables Erfahrungen ont mit été ihrem testés. Leitfaden zu den Il Sickerbelegen nous présentera aussi erläutern. des lignes directrices concernant Und für des die revêtements Studenten perméables. eine kurze Erinnerung, Et Anmeldeschluss reste des für die étudiants, Bachelorstudiengänge si ist vous voulez vous Ende inscrire Juni pour les filières de und bachelor, für vous den devez le faire Workshop jusqu'à fin Aquaponics juin. Et sind pour weiterhin l'atelier bis am aquaponique, 6. vous avez le Juni temps jusqu'au Anmeldungen möglich. Es hat noch 10 juin. freie Il y a Plätze. encore quelques places libres. Und somit wünsche ich euch Et einen avec schönen ceci, je vous Feierabend souhaite und une denen, bonne die ein soirée verlängertes et Wochenende haben, ein un schönes Wochenende. week-end pour ceux qui le commencent Auf déjà demain. Wiedersehen, bis zum nächsten Et Mal. je vous donne rendez-vous la prochaine fois.